quand je me pose une question, j'aime bien aller dans le fond des choses. Donc je vois ça comme des explorations. Et chaque exploration sème les graines d'une exploration future. Et en fait, l'enquête sauvage est née de plusieurs rencontres il y a tout juste 2 ans. Donc pendant ce confinement qu'on a tous vécu, moi, au moment où le confinement arrive, j'avais décidé de me mettre sur pause parce que j'ai sorti de cette précédente enquête sur notre rapport à l'information, le rôle des médias dans le traitement des questions climatiques, un gros sujet sur lequel je suis partie à l'international, où j'ai fait un film, un livre, et en effet, ça s'est décliné après avec différents outils. Et donc, je sortais d'un tour de France. On a fait plus d'une centaine de projections, de conversations. Et là, je m'étais dit, bon, je me pose. Et puis, comme souvent, ça m'arrive, je me laisse un peu porter à me dire, je vais voir ce qui va se passer. Mais bon, le confinement arrive. Et à ce moment-là, nous, on se retrouve à la campagne, dans notre maison de famille, avec des amis. On a confiné à plusieurs. Et comme beaucoup, on a profité forcément de ce printemps qui était en plus assez délicieux. Et là, j'ai les colibris et la salamandre qui m'appellent en me disant « Écoute, voilà, on a pensé à toi. On a envie de lancer une collection de livres qui s'appelle « Aventure pour le changement ». Et on a envie de te confier 1 an d'enquête qui s'est transformé en 18 mois en raison du confinement et des différents rebondissements. J'ai eu plus de temps que ce qui était prévu initialement. Et le thème qu'on va te donner, c'est grandir avec la nature. Ah, ok. Donc là, je me dis, bon, c'est chouette, mais comment je vais faire? Parce que ce sujet-là, je ne l'avais pas vraiment investigué. On va dire qu'en tant que journaliste spécialisée sur les questions d'environnement, je crois que j'avais une connaissance très intellectuelle des choses. Je connais les rapports sur le climat, sur l'extinction des espèces, je peux vous parler des chiffres et tout ça, mais je n'avais pas un vécu sensible des choses. Et je leur dis, mais ce sujet sur la nature, il y a tellement d'auteurs, de philosophes, de naturalistes, je ne connais pas grand-chose. Me donner 1 an, ça sera trop court. On n'a pas assez d'une vie pour comprendre tout ça. Mais ok, j'accepte le challenge. Et en fait, voilà, il y a cette rencontre avec un temps qui est mis sur pause, cette rencontre avec 2 rédacteurs en chef, du coup, qui entrent dans ma vie en me proposant en fait 1 an de travail. Voilà, rémunéré à quasi temps plein pour enquêter, c'est le rêve quand on est journaliste, donc ça ne se refuse pas, surtout voilà, vu la période qui s'ouvrait. Et puis moi-même qui étais en train de m'ouvrir à autre chose, à me dire j'ai envie d'autre chose, et je me retrouve là, arrachée à la vie, mais comme beaucoup de monde, quand on s'est tous retrouvés un peu arrachés à notre quotidien et plongés dans autre chose. Et donc c'est une circonstance, c'est une synchronicité assez folle, et je me sens assez chanceuse, donc voilà, donc j'ai pris ma petite machette et puis j'ai commencé comme ça à défricher le sujet il y a tout juste 2 ans. Alors justement, pour cette question du vivant, de la reconnexion, de son sens, de sa définition, ça nous envoie sur des dizaines et des dizaines de champs. Comment tu t'y es pris pour aborder cette montagne Alors j'ai un passé de chercheuse, hein. Moi je suis docteur en économie à la base, donc j'ai toujours du mal à avancer sans m'assurer d'avoir quand même bien observé ce qui avait été fait avant moi. J'aime bien, comme le veut la formule, un peu se mettre sur les épaules des géants et surtout il est important pour moi de ne pas réinventer la roue. Et du coup j'ai eu peur au départ parce que je me suis dit je dois lire plein de choses. Et donc, ça tombait bien, on avait du temps. Donc, j'ai commencé par défricher la littérature existante, que ce soit donc, les rapports de scientifiques, mais aussi les écrits de philosophes, de naturalistes. Enfin, c'est tellement vaste. Mais c'était aussi une enquête journalistique. Donc, forcément, j'ai été à la rencontre de différents acteurs de terrain, des chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des acteurs au coin de ma rue, on va dire. Il y en a plusieurs qui sont ici dans la salle. Voilà, j'ai défriché un peu dans tous les sens. Et je me suis aussi prêtée au jeu d'une expérience sensible, donc en menant moi-même des expériences que je n'avais jamais faites auparavant, parce qu'il fallait que je teste aussi, que j'éprouve les choses physiquement. Et ça, je ne peux pas dire que... la salamandre, je ne sais pas si vous connaissez, qui connaît la salamandre ici, mais c'est une revue suisse naturaliste, très suivie, qui a été créée par un passionné de nature qui était encore adolescent à l'époque, Julien Perrault, donc il y a plus de 30 ans. Le mouvement des colibris, je sais qu'il y a des représentants dans la salle, a été créé par Pierre Rabhi avec Cyril Dion.
l'idée, alors ils sont très connus pour l'histoire du colibri, mais on pourrait y revenir, il n'y a pas que ça, il y a une vision assez politique dans ce que portent les colibris, où ça part de l'individu, mais c'est pour collectivement porter quelque chose. Et voilà. Et moi, j'ai travaillé, donc, comme tu l'as dit, pendant 4 ans avec Eric Fotorino, qui a monté le 1 Hebdo, Zadig, America, ces grandes revues. Et l'approche d'Eric, ça a toujours été de mêler le sensible et le savant. Et dans mon approche journalistique, c'est toujours important de me dire... voilà, on peut avoir beaucoup de savoir, mais il faut aussi passer par l'émotion, par cette approche, en fait, dans l'étoffe des choses. En filigrane, il y avait aussi cette réflexion que j'avais portée avec Place to Be, avec cet événement que tu as évoqué, et que Cyril Dion a porté aussi avec Animal et avant avec le film Demain. Il n'est pas le seul, il y en a beaucoup qui se posent cette question, mais celle du récit. C'est-à-dire, voilà, on entend parler depuis 50 ans de ces menaces climatiques, de toutes les problématiques qui font qu'on est en train d'abîmer le monde et on ne bouge pas plus pour autant. Alors, que faire pour alerter? Et quelle est la bonne façon d'en parler? Ça, c'est une question récurrente. Et je me suis dit, moi aussi, à force de tenter des choses en tant que journaliste, quand on est sur ces sujets, on a toujours des phases de haut et de bas, parce qu'à force d'écrire, etc., on a l'impression de ressasser un peu toujours les mêmes choses. Et du coup, renouveler son écriture, aller dans une forme de récit différent, c'était aussi un challenge pour moi. Donc voilà, j'ai essayé d'avancer comme ça. Alors, avec Benoît Richard et Vincent Tardieu, qui étaient mes 2 rédac-chefs, on faisait des points toutes les 3 semaines, 1 mois sur mon enquête. Et je sais que pendant un moment, je leur ai fait peur parce que quand on faisait le point d'étape, ils avaient l'impression que je partais dans tous les sens. Et je leur ai dit, mais je suis dans une vraie jungle parce qu'en effet, j'ai ma machette, je lis des choses, je fais des expériences. Mais vous en faites pas, à un moment, tout ça va tomber. Et un jour, je suis arrivée, j'aurais dit, voilà, je vais présenter l'enquête par l'entrée des sens, mais à chaque fois, rétablir du savoir dedans et de la connaissance pour expliquer le propos. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais c'est un peu l'idée. Si, c'est très clair. Et puis, du coup, tu as identifié des grandes parties qui t'ont permis, j'imagine, de classer, d'organiser aussi ton récit. On peut peut-être les évoquer, je vais les redire, je te les connais par cœur. Plus ou moins, oui. Mais, alors, il y a transmettre, cultiver. La première, en fait, ce qui était intéressant avec le confinement, c'est que nos activités se sont mises à l'arrêt et donc forcément, on faisait moins de bruit, donc on était plus à l'écoute. Et le premier chapitre s'appelle Écouter, parce qu'en fait, on nous parle de vivants. Enfin, moi, j'entendais parler de Vinciane Després, Baptiste Morisot, des noms de chercheurs qui nous appelaient justement à renouer avec les vivants, mais en disant, mais ok, ils sont bien gentils, mais comment on fait dans notre quotidien? On n'est pas forcément... voilà, on est dans des milieux urbains, et ça veut dire quoi, en fait? Donc, il y avait plusieurs choses à entendre et à écouter. Et après, cette porte de l'écoute, c'était, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a compris pour changer le regard. Donc c'était ensuite observer. Puis après, c'est quoi vraiment ressentir? Comment est-ce que je peux changer dans ma tête, mais aussi dans mon corps, et me transformer par rapport à ce rapport à la nature, que j'ai mis entre guillemets aussi, parce que quand on réfléchit à ce sujet, on ne peut plus le considérer comme un objet extérieur à nous. C'est comprendre qu'on en fait partie, et qu'on doit réinsuffler un rapport horizontal à tout ce qui nous environne, en fait. Et puis, par la suite... forte de cette prise de conscience et de ce cheminement. Alors certains me disent que c'est peut-être un peu un chemin initiatique, en tout cas c'est une proposition pour moi de prendre le lecteur par la main et lui montrer un petit peu comment on peut cheminer dans ces thématiques qui parfois peuvent nous paraître étrangères, ce qui était le cas pour moi, mais je raconte aussi des peurs que j'ai pu avoir, voilà, en toute transparence. J'avais certaines peurs que j'ai dû affronter comme une peut-être toute bête, mais qui était d'aller toute seule en forêt. J'avais certaines craintes. Et du coup, ça m'a amené à réfléchir sur c'est quoi nos peurs de la nature. Et c'est quoi? Alors, il y a des gens qui ont peur des petites bêtes, il y en a qui ont peur de plein de choses, en fait. Mais d'où ça vient, en fait? Culturellement, qu'est-ce que ça signifie? Et du coup, si on surmonte ça, vers quoi peut-on aller? Et par la suite, du coup, le livre rentre dans des dimensions plus, on va dire, réflexives, sur la cohabitation. C'est-à-dire, c'est quoi aujourd'hui habiter ensemble sur une même planète avec des intérêts, des envies, des usages différents, et politiquement, qu'est-ce que ça signifie si, fort de cette prise de conscience, c'est pas juste s'émerveiller au vivant. Il y avait un écueil dans lequel il ne fallait pas que je tombe, c'était aller trop dans une dimension de développement personnel. C'est pas
je conçois qu'on puisse l'avoir, cette approche, mais c'est pas celle que je voulais avoir. C'était témoigner de ce qu'on peut ressentir, mais sans tomber dans voilà, je vais faire des câlins aux arbres et tout va aller mieux. C'était pas ça du tout. Donc j'ai été expérimenter, faire des expériences où ça pouvait aller vers là, mais moi c'était pas ma quête, c'était dire comment, riche de cette compréhension-là, je peux ancrer quelque chose et transmettre ça à mon tour à d'autres, parce que si on ne cultive pas ce sens du rapport à la nature et au vivant, et j'ai plein de craintes à ce sujet, quand on voit aujourd'hui ce que les Google, Amazon, Facebook et consorts veulent faire en développement du métaverse et en faisant plein de choses en lien avec le numérique, les enfants passent de moins en moins de temps dehors, ne savent plus voilà, ce que c'est que de reconnaître ce qui nous entoure et d'avoir ce lien en fait, fondamental. Et il y a plein de chercheurs qui le disent. Si on se coupe de ça, je ne vois pas où on va dans la société plus tard. Et donc c'était aussi pour le livre d'aller surtout dans cette dimension-là de ça veut dire quoi cohabiter, ça veut dire quoi lutter, ça veut dire quoi être ancré avec ça et le porter au quotidien dans une forme d'engagement. Voilà. Du coup, ton chemin autour de l'écriture de ce livre, ça se passe autour de rencontres. Et donc on imagine des personnages, des personnes, et du coup peut-être j'ai envie que tu me racontes des rencontres qui t'ont particulièrement marqué, accompagnées dans ta réflexion, et voilà. Et vous allez voir, il y a plein de rencontres dans le livre, et il y a même des rencontres que j'ai faites que j'ai dû enlever, parce que les rédacteurs en chef m'ont dit c'est passionnant, mais... C'est le deuxième livre en fait. Donc on élague un peu. Toutes les rencontres ont été belles pour moi parce que j'ai toujours appris, et même dans les expériences que j'ai faites. Alors, vous verrez, on pourra faire un petit défilé de photos tout à l'heure, mais dans chaque chapitre, il y a des personnages... en fait, c'est tous des passionnés. C'est ça le point commun qu'ils partagent, c'est des fous de nature. Et quand vous les écoutez, vous êtes subjugués. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. Et tous à leur manière, voilà, j'étais en train de boire leurs paroles. Mais voilà, dans ceux qui m'ont marqué, il y a Christine Rollard, du Muséum national d'histoire naturelle, qui est une spécialiste des araignées. Alors, c'est une femme qui a une des plus grosses collections d'araignées en Europe. Oui, elle doit être... Alors après, je peux les faire défiler, mais voilà, ça, c'est Christine, dans son bureau. Attends, je crois qu'il y a une... Ça, c'est voilà, le genre ah non, on ne voit pas, de spécimen qu'elle a. Donc, celle-là est morte, c'est une mygale, mais elle est entourée d'araignées dans son bureau. Et c'est une vraie passionnée. Et moi, mon mari avait peur des araignées. Et dès qu'il en voyait une, il fallait la mettre dans un verre, délicatement la mettre dehors. Les enfants commençaient à en avoir peur, etc. Et elle aide les arachnophobes. En fait, elle passe un temps fou bénévole pour aider les gens, les désensibiliser et expliquer comment fonctionne une araignée. Et moi, j'explique dans tout un passage du livre que les araignées ne piquent pas, elles mordent, et qu'il n'y a pas une sorte d'araignée, mais il y en a plus de 40 000, et qu'elles sont toutes différentes, et qu'en fait, vous ne rentrez pas dans leur monde. Et elle vous fait aimer les araignées parce qu'elle vous montre à quel point c'est sensible, soyeux et fascinant comme univers. Et donc, elle m'a complètement embobinée, forcément, et elle est assez fascinante, cette femme. J'ai rencontré aussi Marc-André Selos, qui, je sais, est venu ici. Qui a fait une conférence ici, exactement. Voilà. Et donc, pareil, lui, il travaille sur l'invisible, en fait, sur la vie des sols, sur les champignons, et qui vous ouvre cet univers-là avec un talent de vulgarisateur assez fascinant. Au muséum, toujours, j'ai rencontré Frédéric Giguet, qui, lui, travaille sur les corneilles. Donc, pareil, c'est un animal mal aimé. C'est les élus à Paris qui lui ont demandé de régler ce problème des animaux nuisibles qui, forcément, sont dangereux parce qu'ils attaquent les gens. Mais voilà, quand on écoute ces gens-là, on comprend aussi pourquoi ces bestioles, en fait, elles sont très intelligentes, et que si elles en arrivent à avoir des comportements que l'on considère comme étant agressifs, c'est parce qu'en fait, on ne les laisse plus vivre dans un espace dans lequel ils sont adaptés. Et il m'expliquait que juste avant le confinement, il utilise des net guns, donc c'est des pistolets avec un filet qui permet d'attraper des spécimens, parce qu'il les observe, il les bague, il les relâche forcément après pour les suivre avec des balises GPS. Donc quand on rentre dans son bureau, on voit le trajet suivi par les corneilles.
Il me dit, ils sont tellement intelligents, ces oiseaux, que quand j'y suis revenue pendant le confinement, masquée, avec un chapeau habillé, ils me reconnaissent en fait. Donc ils m'ont repérée et je suis devenue... Et il se passe l'alerte en fait. Donc là j'ai une spécialiste des oiseaux, Magali devant, j'en parlerai tout de suite. Mais, il m'expliquait à quel point ces oiseaux savent reconnaître les poches McDo dans les poubelles du jardin. Des plantes à Paris. Enfin, c'est fascinant en fait tout ce qu'on peut apprendre sur l'intelligence de l'autre animal quand on rentre dedans. Donc il y a eu ces rencontres comme ça avec des scientifiques et quand vous parlez avec eux, ça peut être vraiment infini. Et puis des rencontres, comme je disais, voilà, Magali qui est devant habite à 10 minutes de chez moi et c'était voilà, la fête de la nature. Je me dis c'est l'occasion d'aller rencontrer des acteurs à côté de chez moi. C'est quoi la fête de la nature? Donc j'interroge l'organisateur, j'essaie de comprendre et puis je me rends compte qu'il y a un petit jardin à côté de chez moi, le jardin des Murmures, qui propose un espace revigorant, apaisant et puis avec plein d'oiseaux. Et donc c'est comme ça que je rencontre Magali qui est écothérapeute, qui accompagne des personnes à l'hôpital par son approche de la nature et qui nous a ouvert les portes de son jardin pour comprendre la vie des oiseaux. Donc c'est un jardin LPO. Il y a Caroline qui est là aussi, qui elle jardine beaucoup, que j'ai été rencontrée. Et voilà. Et puis j'ai été rencontrer aussi des acteurs du monde associatif, des juristes qui travaillent sur le droit et comment s'emparer de l'outil du droit aussi pour protéger un fleuve, pour donner une personnalité juridique. Là, en l'occurrence, c'était la Loire, mais ça existe aussi sur le Rhône et sur d'autres fleuves à l'étranger. Donc ça aussi, c'était intéressant de suivre en fait la réflexion de ces acteurs de terrain. Et puis, je ne vais pas tous les citer, mais une autre rencontre qui m'a marquée parce qu'elle m'a laissé sur un point d'interrogation, c'est avec un chasseur. Il y a un chasseur qui... alors, je le rencontre un soir, on va écouter le brame du cerf dans la forêt là, à Ourtin, avec l'association Nature Angèle. Et le soir, lors de la balade, il me dit « Ah, moi je chasse ». Je dis « Mais comment est-ce que tu peux être... nous présenter comme ça la vie du brame du cerf, nous en parler avec autant d'attention et faire de la chasse à côté ». Donc j'étais chez lui, passer une journée à essayer de comprendre c'est quoi la vie d'un chasseur et comment tu peux tuer un animal et d'où ça vient. Et ce qui est intéressant, c'est que quelques mois après, Charles Stepanov, qui a étudié les chasseurs en France, a fait une grosse enquête où vraiment il rentre là-dedans. Et je me suis dit, tiens, j'ai rencontré un de ces chasseurs qui était un peu à la Marcel Pagnol, vous voyez, avec la connaissance de la nature, un rapport à l'animal assez spécifique et une façon de préparer en fait, le gibier après. Donc, et la notion de partage qui va avec. Mais tous les chasseurs ne sont pas comme ça. Et moi, ça m'a laissé aussi avec plein de points d'interrogation, en fait. Surtout que c'est un sujet qui est assez polémique aujourd'hui. Donc, en traiter, il fallait aussi arriver à en parler en faisant attention où est-ce que je mets les pieds. Bon, et j'adhère toujours pas. Et moi, je suis pour... Je n'aime pas aller en forêt quand il y a des chasseurs le week-end. Enfin, je suis contre ça. Et puis, là, tu as mis en photo... L'homme chevreuil, je ne sais pas si certains ont lu son ouvrage, mais moi, il m'a fascinée. Et donc, mes rédacteurs en chef m'ont dit en septembre, écoute, il faut que tu ailles le rencontrer. Et lui, j'ai été le voir pour comprendre, parce qu'il a vécu 7 ans dans la forêt avec les chevreuils, au point de, quand il signe ses textos, il met le chevreuil. Et je voulais rencontrer ce personnage. Donc, c'est un succès d'édition, son ouvrage. Il y a normalement une adaptation en film qui est prévue. Il est en train de travailler sur un autre ouvrage, mais... je voulais comprendre comment il avait développé ses perceptions et ses sens en vivant comme ça dans la forêt. Et puis je voulais surtout voir si c'était pas trop de bluff non plus ce qu'il racontait, parce qu'il a été accompagné dans l'écriture de son ouvrage, ça je l'ai compris après, etc. Mais c'était assez fascinant, je pense pas qu'il bluffe du tout. Et voilà. Bon. Tu parlais du développement dans sa perception, et du coup il y a une vraie transformation physique de cette expérience pour lui d'immersion et sans doute psychologique aussi, mais... Je pense, mais il le dit d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que quand on vit dans la forêt comme ça, on comprend que quand il pleut, il vaut mieux rester tout nu que d'être habillé parce qu'on met trop de temps à sécher autrement. Il explique qu'il a dû trouver de quoi manger. Alors il se faisait des petites réserves, mais à un moment il n'avait plus accès, puis il ne supportait plus la nourriture industrielle en fait, donc il a commencé à se nourrir de feuilles, de tout ce qu'il pouvait trouver dans la forêt, à se repérer la nuit aussi, au toucher, à développer son odorat, et puis son instinct. Et puis,
voilà, quand il parle de ce qu'il mange, il dit voilà, à ingérer comme ça ce que je trouvais dans la forêt, ben, mon psychique travaillait différemment. Donc voilà, après, on peut aller loin dans ces réflexions-là. Moi, je suis vraiment surtout restée dans son vécu. Et puis après, il est revenu en société quand même. Il a rencontré quelqu'un, il roule dans une belle voiture. Enfin, c'était marrant, ça je ne le raconte pas trop. Mais voilà, ces rencontres-là, elles sont interpellantes. Et il est dans ce chapitre que j'ai appelé « Je crois s'ensauvager ». Parce qu'il est dans la notion de lisière. Alors je sais que j'ai des amis ici on a fait un stage de permaculture ensemble et la notion de lisière nous avait vraiment intéressés. C'est vraiment, vous savez, dans la permaculture, on travaille les lisières, cette notion un peu de frontière, enfin, qui connaissent. Et ces personnages-là, pour moi, ils étaient dans cette lisière entre l'humain et le non-humain, avec une compréhension du sauvage que je trouvais très, très intrigante. Et il y a d'autres récits comme ça. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier, mais voilà, quand Vinciane Després nous dit habiter en oiseau, ou d'autres qui avant parlaient de réfléchir comme une montagne, ou l'anthropologue Nastasia Martins qui s'est fait agresser par un ours. Donc elle est anthropologue, disciple de Philippe Descola, et elle se fait attaquer par un ours, et donc du coup elle rentre. Elle devient l'objet de sa propre étude et elle n'est plus ni femme ni ours, elle est un peu des deux. Dans la culture des gens qui l'accompagnent, elle devient une Medka. Et donc tout son livre est fascinant parce qu'elle raconte en fait cette évolution, le fait d'avoir le visage défiguré. Et elle n'est plus tout à fait elle-même, mais qui est-elle véritablement dans cette identité à mi-chemin? Voilà, donc je raconte aussi d'autres expériences de personnes qui ont vécu tout ça. J'ai mis la photo de Gilles Boeuf parce que c'est lui qui nous a présenté, c'est lui Gilles Boeuf, il fait partie du comité scientifique de l'exposition Paysan Designer. Et il nous a présenté. Alors, il ne pouvait pas venir ce soir, il m'a envoyé un petit texto avec Françoise tout à l'heure. Alors, Gilles, j'ai été le voir parce qu'on se connaît depuis longtemps. Et j'avais besoin, à un moment, de me replonger dans nos racines. Alors, c'est bête, c'était rechercher ses racines, c'était comprendre les arbres de vie. Alors, une notion que j'avais vue dans mes cours de sciences il y a bien, bien longtemps, mais j'avais besoin de me le réapproprier. Et donc, j'ai été voir Gilles à 2-3 reprises pour longuement m'entretenir avec lui de ça. Puis un jour, il m'a confié les 2 bouquins des 2 grands spécialistes des arbres phylogénétiques. Voilà, donc je me suis un peu plongée là-dedans et j'en suis pas ressortie avec une matière, on va dire, fondamentale pour l'ouvrage, mais c'était une façon pour moi de mesurer la puissance du logiciel qu'on est en train de détruire, en fait. C'est bête à dire, mais ces milliards d'années d'évolution qu'on est en train d'abîmer en quelques décennies, sans se rendre compte qu'en faisant ça, on est aussi en train de scier la branche sur laquelle on est assis. Et sentir cette filiation devenait nécessaire. Donc j'expliquais qu'au-delà de retrouver simplement ses racines quand on veut se remettre à la campagne, ok, c'est bien, mais il y a une autre perception beaucoup plus profonde à aller chercher pour aller tirer un fil qui pour moi est crucial aujourd'hui, de sentir cette appartenance et de réaliser qu'on est au même niveau. Les arbres phylogénétiques, quand vous allez regarder sur Internet, ces représentations, donc des bactéries, sur des champignons, vous allez comprendre que souvent on met l'homme au-dessus, mais qu'en fait c'est pas du tout, on n'est pas au-dessus, on en fait partie, on fait partie de ce tout-là, et on n'a aucune raison de se considérer comme étant véritablement supérieur. Voilà. Bon, après, c'est un vaste débat que je ne vais pas dire. Il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est par rapport à ton métier de journaliste, d'auteur, mais il y a plusieurs fois des questions autour de la nécessité de nommer, de mettre des mots, de trouver les mots justes et peut-être aussi de les dépasser par moments pour repasser à le sentir, l'agir. Ah oui, alors j'avais une grosse partie à un moment sur cette partie sémantique, mais je pense que ça partait trop loin et c'était un peu hors champ. Mais ça a été un vrai questionnement, c'est-à-dire quand on veut découvrir la nature et renouer avec le vivant, est-ce que ça passe par une approche naturaliste où on va acheter un guide et apprendre le nom de tous les arbres, de toutes les essences et toutes les espèces? Est-ce que c'est ça en fait? Est-ce que la rencontre, elle se fait à partir du moment où on sait nommer les choses? Ou est-ce que ça passe par un autre type de relation? Et là-dessus,
j'ai été très inspirée par le livre de Estelle Zong-Mingal, qui est historienne de l'art et qui a travaillé en fait elle-même, hein, elle le dit, j'étais une citadine et j'ai eu cette rencontre et à travers l'histoire de l'art, elle explique les représentations qu'on a du vivant et elle dit, elle est pareille sur cette lisière à dire on ne peut pas embrasser le vivant uniquement dans une approche miroir où je vais me ressourcer, cette nature environnementale est belle et je vais m'émerveiller et c'est fantastique et en fait on n'apprend pas à la connaître parce que c'est juste une source d'apaisement personnel. La vraie rencontre, elle dit, ça passe pas non plus par la connaissance scientifique des choses, mais par une relation sensible où on va se mettre dans une perspective dans le corps de l'autre véritablement. Alors voilà, elle met un livre entier à développer ça, et c'est long, donc je le résume peut-être mal, mais c'est cette notion de corps-perspective, et de comprendre comment cet autre que moi, non humain, vit, et vraiment comprendre ça, c'est passer du temps à observer, à comprendre les relations interespèces, et c'est cette observation-là qui nous rend riches de cette connaissance du vivant. Et ce qu'elle explique, que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'elle revient sur, dans l'histoire, le travail qui a été fait par les femmes qui, depuis leur jardin, étaient interdites de rentrer trop dans les travaux de scientifiques. Donc ça, c'était la wilderness, les aventuriers qui partaient faire des grandes expéditions pour ramener la connaissance scientifique autour de la nature. Et les femmes, surtout en Angleterre, dans le monde anglo-saxon, passaient du temps chez elles dans leur jardin à observer ce qui se passait, les fougères, etc. Et elles ont écrit des livres qui ont été des success stories, où elles parlent de leur rapport au vivant, observé depuis chez elles. Et je me dis, c'est drôle parce que moi, en fait, dans l'enquête, on avait quand même beaucoup de confinement, donc il y a beaucoup de choses que j'ai fait depuis chez moi et à me poser des questions. Donc je me suis dit, il y a une espèce de petit clin d'œil qui me plaisait bien. Et voilà, donc je partage en fait ces réflexions. Après, j'ai pas forcément de réponse, mais je trouvais intéressant d'interroger à partir d'où est-ce qu'on a la sensation de comprendre quelque chose, sachant que pour moi, c'est toujours un travail inachevé. Est-ce que y a une posture aussi, pas une posture, comment je puis dire, ton écriture, elle est à la fois l'exercice d'écriture du journaliste, donc très factuel, et en même temps, donc ce mélange de sensible, tu le disais. Et du coup, comment tu arrives à associer ce travail journalistique d'information et en même temps cette vraie volonté d'insuffler de l'action, un passage à l'acte chez les lecteurs, on va dire plus largement peut-être les citoyens, parce que tu es aussi militante et engagée. Alors, c'est vrai que c'est un récit à la première personne, ce qui n'est pas interdit quand on est journaliste. Mais c'est une forme de récit journalistique où on n'hésite pas à dire aussi ce qu'on ressent. Et alors ma précédente enquête sur les médias m'avait fait arriver à une forme de conclusion que c'était bien aussi de partager un peu le off de ce qui se passe dans la tête. On n'est jamais... On fait pas ce métier pour rester intranquille. C'est Fabrice Arfi de Mediapart qui dit ça très bien. Et de montrer d'où on part et d'où on arrive et comment est-ce qu'on a pu être bousculé par quelque chose, c'est aussi faire œuvre de transparence par rapport aux personnes qui nous lisent. Et c'est presque un travail de réalisateur de documentaire, pour le coup, où on doit passer par l'émotion, par des choses que l'on ressent tous. Et j'avoue que moi aussi, il y a cette forme de lisière entre un travail purement journalistique, factuel, je vais vous expliquer ça, et puis finalement quelque chose de plus personnel qui fait que parce qu'on est tous des êtres humains dotés de sensibilité, ce qu'on peut ressentir peut être une façon de prendre l'interlocuteur par la main pour lui raconter quelque chose. Et du coup, je pense qu'on se met aussi un peu au même niveau. Donc puis comme c'était une aventure qu'on me demandait de raconter à la première personne, ce jeu-là m'a plu, mais c'est vrai que ça m'a fait un peu bizarre, parce que c'est la première fois que je me dévoile aussi de cette manière-là. Donc voilà, ça sera à vous de me dire si ça, si ça marche ou pas. J'ai plutôt des bons retours pour l'instant, mais voilà, il y a peut-être des personnes à qui ça ne plaira pas, et ce que je comprendrai parfaitement. Est-ce que vous avez des questions déjà? Parce qu'on enchaîne, mais... Il y a quelque chose que tu m'as dit en discutant. Tu m'as dit, j'aurais rêvé être designer. Pourquoi? Alors, j'ai pas dit ça, mais je l'avais dit à Constance quand j'ai vu l'exposition.
En fait, dans le livre, vous allez voir, à un moment, je m'interroge, et c'est notamment quand le chasseur me dit « je déteste les vététistes ». Je dis « waouh, ok ». Donc je me suis dit, en fait, on a tous des conflits d'usage dans notre rapport à... Voilà. Et les conflits d'usage, c'est de la politique, en fait. C'est là que le livre, après, il rentre dans cette dimension où, finalement, ça pose plein de questions sur notre rapport au monde et notre façon d'habiter le monde, et qu'on comprend pourquoi il y a des ZAD, et qu'on comprend pourquoi il y a des gens qui se battent partout en France. Il y a des collectifs citoyens partout qui, aujourd'hui, s'emparent de la destruction, de la mise en place de lotissement, de zones commerciales. La Convention citoyenne pour le climat, c'était une de ses premières mesures, et on comprend qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont faites de travers. Et donc, du coup... là où pour moi le designer est intéressant, c'est que c'est quelqu'un... Alors, j'avais travaillé dans mon enquête sur l'économie du partage, surtout sur le design d'usage. Et je trouvais que c'était un peu comme un journaliste qui essaye d'interroger tout le monde et d'arriver à faire un récit. Je trouve qu'il y a dans cette notion de design et de média une notion de médiation qui m'intéresse bien. Et c'est là que ce métier de designer me paraît intéressant, et que les façons de réfléchir ou d'être créatif quand on est designer permettraient peut-être de faire de la politique autrement, ou en tout cas d'amener une façon un peu plus moderne de réfléchir. Et en plus, on a de la chance aujourd'hui d'avoir des outils un peu plus puissants qui aident le designer à penser à tout ça. Et ça reste profondément humain. Mais aujourd'hui, où des juristes réfléchissent à donner des personnalités à des entités non humaines, je ne sais pas si ça résoudra le problème, mais le design a une grande part à jouer, je pense. Le livre se conclut avec une rencontre avec Vincent Bretagnol, par exemple, qui est ornithologue à la base, chercheur au CNRS au laboratoire de Chizé. Donc c'est sur une grande zone de plusieurs communes où il fait du design. Mais c'est vraiment dans son travail de recherche comment je vais amener les agriculteurs à comprendre qu'ils doivent cultiver autrement pour protéger tel type d'oiseaux. Et ok, si je leur parle de biodiversité, là dans la salle, il n'y a que 3% des gens qui vont me suivre, et en fait je vais les saouler très rapidement. Mais si je leur parle de leur santé et de leur alimentation, je vais pouvoir aller les chercher d'une autre manière. Et ça, c'est une façon aussi d'apprendre à réfléchir autrement. Et je pense que le designer, souvent, il a un regard très différent sur les choses. Et il va avoir une clé d'entrée qui permet justement aussi d'aborder les récits et la narration de manière tout autre, en fait. Moi, je sais qu'il y a Loïc qui est là, qui travaille par exemple avec Bruno Latour sur le programme Où atterrir. Et c'est pareil, c'est une façon de réfléchir au problème qui se laisse du temps, de l'espace, et on peut physiquement rentrer dedans. Moi, j'ai eu la chance de Bruno Latour, quand j'étais en thèse, j'ai eu cours avec lui, il me disait « mais danse ta thèse !» Et c'était surprenant, mais c'était une façon aussi, pour moi, de libérer l'esprit et de designer autrement les réponses qu'on va chercher. Et ça, on le retrouve partout. Quand on dessine son jardin, c'est pareil, c'est une forme de réflexion différente. Et donc, du coup, on peut accompagner, et c'est ça qui m'a plu dans l'exposition que vous avez ici, c'est comment l'homme peut être à l'écoute, comprendre le vivant qui l'entoure et juste l'accompagner, pas le dominer, pas le contraindre, pas le maîtriser. C'est comment faire partie de ce tout et juste être là, à côté. Et ça me plaît comme façon de voir les choses. En fait, on a une vision du design qui passe par des noms que vous connaissez tous, voilà, par des objets cultes, mais ça va beaucoup plus loin, en fait. Et il faut dépasser juste... Et alors, dans le livre, je parle justement de Caroline Gomez, qui a monté la maison E, qui est designer, qui a beaucoup travaillé sur la couleur et qui est une passionnée de nature, pareil, qui cultive un rapport très particulier au vivant et qui essaye de tout faire pour designer des objets et inventer des usages beaucoup plus respectueux, donc vraiment zéro waste, avec très peu d'objets, très peu de ventes. Son site, il est ouvert que quelques semaines tous les trimestres. Elle ne veut pas que les gens surconsomment. Enfin, c'est une approche très différente et très inspirante pour moi.